Pour produire des rayons X, il faut accélérer des électrons et leur faire percuter une cible constituée d'un métal lourd. Lorsqu'un électron est propulsé contre une cible, il a deux façons possibles d'interagir avec la matière de cette cible. Il peut percuter un électron, auquel il va communiquer une certaine énergie, et cet électron sera éjecté. Il va s'ensuivre un réarrangement des autres électrons dans les couches électroniques de l'atome, ce qui va donner lieu à un spectre de ray. Deuxième possibilité, notre électron va passer à travers la matière sans heurter aucun obstacle, mais en subissant l'influence électrostatique du noyau, il va être dévié et ralentir, et dans ce cas, on observera un spectre continu que l'on appelle rayonnement de freinage. Lorsqu'on observe un spectre de ray, celui-ci est appelé rayonnement caractéristique. En effet, l'énergie des différentes raies que l'on peut observer correspond aux différences d'énergie entre les couches électroniques des atomes. On voit sur cette diapositive que lorsque l'électron incident a percuté un électron de la couche K, la trajectoire de l'électron incident est déviée, l'électron de la couche K est éjecté de l'atome et il s'ensuit un trou dans l'ensemble des orbitales électroniques de l'atome. Ce trou va être comblé par un électron d'une orbitale plus périphérique et cette opération sera accompagnée d'un rejet d'énergie sous forme de rayon X. Dans le cas où l'électron incident ne subit aucun choc avec les électrons du cortège électronique, il voit tout de même sa trajectoire déviée par l'attraction coulombienne du noyau chargé positivement par rapport à sa propre charge négative. De ce fait, il perd une certaine quantité d'énergie qui est elle aussi émise sous forme de rayon X. Lors de ce phénomène appelé rayonnement de freinage, l'énergie des photons qui sont émis varie de façon continue de 0 jusqu'à la valeur du produit entre la charge de l'électron, E, et la tension accélératrice, U, exprimée en volts. Le spectre réel d'émission d'un tube de rayon X est la somme de ces deux phénomènes, le rayonnement caractéristique et le rayonnement de freinage. On voit sur cette diapositive que le rayonnement caractéristique est d'autant plus important que l'énergie de l'électron et le numéro atomique de la cible sont plus élevés. Lorsque des électrons migrent d'une couche électronique vers une autre, l'énergie du rayonnement X émis à cette occasion est d'autant plus élevée que la couche de destination est plus profonde. Le spectre de rayonnement émis par un tube à rayon X aurait théoriquement une allure régulière. Mais la cible elle-même effectue déjà une autofiltration et ensuite chaque filtre que l'on ajoute en sortie du tube atténue l'intensité du spectre mais ajoute ses propres raies caractéristiques de fluorescence. La partie de basse énergie du spectre augmente inutilement la dose à la peau du patient et ne contribue ni à l'image en radiodiagnostic ni au traitement si ce type de rayonnement est utilisé en radiothérapie. C'est pourquoi nous ajoutons des filtres. Mais chacun apporte ses propres caractéristiques de fluorescence, qui pourront être éliminées en plaçant, derrière ce dernier filtre, un filtre de plus faible numéro atomique. Les raies du dernier filtre utilisé auront une énergie assez faible pour pouvoir être atténuées par l'air ambiant. C'est pour cette raison que les filtres placés en sortie d'un tube de rayon X sont classés par ordre de numéro atomique décroissant. Ainsi, on positionnera d'abord le filtre en étain de numéro atomique 50, puis le filtre en cuivre de numéro atomique 29 et enfin le filtre d'aluminium de numéro atomique 13. Ce schéma est une vue en coupe d'un tube à rayons X à l'intérieur de la gaine. On remarquera au milieu de l'image le filament de la cathode qui est situé en face de l'anode tournante. La rotation de l'anode
permet une meilleure répartition de l'échauffement et donc une meilleure dissipation de la chaleur. L'ensemble du tube est lui-même plongé dans un bain d'huile afin de faciliter aussi l'évacuation de l'excédent de chaleur. Ce schéma montre l'anode sous deux angles différents. Dans la partie supérieure, l'anode est vue de dessus. Dans la partie inférieure, elle est vue de face. Dans cette partie inférieure, on remarquera en noir la piste thermique, qui est toute la zone impactée par le faisceau d'électrons. Ce schéma est destiné à faire la différence entre le foyer réel et le foyer optique d'un tube à rayon X. Le foyer réel est la surface qui subit l'impact des électrons sur le bord de l'anode à tout instant. Si l'on regardait par la fenêtre de sortie du tube d'où vient notre faisceau de rayons X, on verrait une surface beaucoup plus petite du fait de l'angulation de l'anode, et c'est cette surface qui est qualifiée de foyer optique. La plupart des tubes à rayons X sont pourvus de deux foyers, un grand foyer et un petit foyer. Le grand foyer permet de réaliser un cliché dans un temps court, ce qui permet d'éviter que le patient ne bouge pendant ce délai. Par contre, la qualité de l'image sera moins bonne du fait du flou géométrique généré par les dimensions du foyer. De son côté, le petit foyer ne supporte pas une forte charge thermique. Donc, les temps de pause sont rallongés, ce qui augmente le flou cinétique lié au mouvement du patient, mais par contre, la pénombre est améliorée et la définition de l'image est meilleure qu'avec le grand foyer. Lorsqu'on pénètre dans une salle de radiodiagnostic, on ne voit jamais le tube lui-même qui est enfermé dans une gaine en acier afin de limiter au maximum la quantité de rayons X dans la salle.